Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur AES. On commence à attaquer les méthodes de chiffrement actuelles. D'ailleurs, cela fait maintenant quelques vidéos que je vous dis que nous allons implémenter un algorithme de chiffrement. Jusqu'à maintenant, on voyait surtout les premières méthodes qui ne sont plus très sécurisées. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons enfin implémenter un algorithme de chiffrement. Et comme vous vous en doutez, ce sera AES. Commençons d'abord par les prérequis et les objectifs de ce cours sur AES. Avant de vous lancer dans cette vidéo, vous devez être à l'aise avec le concept de chiffrement symétrique. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos sur le sujet. Je vais les mettre en description pour que vous les retrouviez plus facilement. Le second prérequis est la connaissance de l'opérateur XOR. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus que je vous laisserai aller voir si besoin. Sachez quand même que si vous ne connaissez pas le XOR, vous risquez de louper 2 ou 3 informations dans la suite de cette vidéo. Du côté objectif, à la fin de ce petit cours, vous devriez comprendre comment AES fonctionne. Je n'irai pas jusqu'à dire que AES n'aura plus de secret pour vous, mais vous aurez un très bon aperçu de son fonctionnement sans avoir besoin de rentrer dans trop de mathématiques. Comme d'habitude, je vous propose de continuer ensemble sur les prochains slides où nous allons parler de quelques banalités concernant AES. Comme je vous le disais, AES est un algorithme de chiffrement symétrique. L'acronyme signifie Advanced Encryption Standard. Il est aussi connu sous le nom de RIGDEL. Pour être franc, je ne sais pas vraiment comment on va le dire, alors je vous laisse le deviner par vous-même. Enfin bref, AES a été inventé en 1997 aux États-Unis, et il est reconnu pour être l'un des algorithmes les plus efficaces de ces dernières décennies. Regardons maintenant comment il fonctionne. Voici, en gros, en 3 étapes, comment fonctionne AES. D'abord, on va stocker la donnée à chiffrer dans une matrice de 4 cases par 4 cases. Dans notre exemple, on va dire que l'on range le message Hello World dans notre matrice. Ensuite, on choisit une clé qui aura également la forme d'une matrice 4 par 4. Et enfin, on va effectuer un certain nombre d'opérations matricielles sur les données avec cette clé. Voilà, avec ça, on a une vue d'ensemble du fonctionnement. Rentrons maintenant un petit peu plus dans les détails. Comme je vous le disais, on doit choisir une clé. Mais nous allons faire en sorte que notre clé soit utilisée le moins possible pour éviter qu'elle ne laisse trop de traces visibles et que l'on puisse la retrouver avec des motifs après le chiffrement. Pour cela, on va dériver notre clé en plusieurs versions, typiquement entre 10 et 14 différentes versions qui seront utilisées à tour de rôle. Ensuite, chaque version de la clé va chiffrer une fois nos données, et enfin, nous allons utiliser 4 opérations matricielles différentes pour chiffrer nos données avec chaque clé, de façon à mélanger au mieux les bits de chaque donnée. La particularité de ces opérations matricielles, c'est qu'elles sont inversibles, ce qui veut dire qu'avec la clé et le message chiffré, on peut facilement retrouver le message d'origine. Et heureusement d'ailleurs, sinon AES ne marcherait pas du tout. Mais quelles sont ces opérations matricielles qu'on utilise, me direz-vous? Nous allons voir ça tout de suite. Nous avons 4 opérations: add_roundKey, subbytes, shift_rows et mixcolumns. Nous allons expliquer le fonctionnement de chaque opération, mais pour vous donner une idée plus globale, add_roundKey additionne les données à la clé, subbytes remplace les octets des données par d'autres, shift_rows mélange les lignes des données, et mixcolumns mélange en quelque sorte les données par colonne. Et comme vous le constatez, lorsque nous souhaitons chiffrer un message, nous allons passer successivement dans chaque opération entre 10 et 14 fois. Pour le déchiffrement, on va simplement effectuer les opérations inverses. Continuons à plonger dans les détails de AES. Comme on le voyait, nous devons d'abord étendre notre clé, avant de faire des opérations sur les données. Pour ça, AES utilise une méthode qui permet de transformer une clé en plusieurs clés plus petites. Par exemple, l'algorithme DES, qui était un algorithme considéré comme très sécurisé avant AES, utilise des clés de 56 bits, et la séparer en clés intermédiaires plus petites. Dans notre cas, AES propose un autre mécanisme basé sur d'autres opérations matricielles, qui vont permettre de dissimuler le lien entre les clés dérivées et la clé d'origine. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la génération des clés, le but ici est surtout de comprendre l'idée générale derrière AES plutôt que de rentrer dans les maths. Mais si vous voulez plus de détails là-dessus, vous pouvez consulter les références de cette vidéo pour aller plus loin. Pour résumer, à la fin de cette étape, on possède plusieurs clés. À titre d'exemple, si notre clé d'origine fait 128 bits, AES génère 11 clés. Si notre clé fait 192 bits, AES en génère 13, et si notre clé fait 256 bits, AES va alors en générer 15. Et donc, le nombre de clés que nous avons va directement impacter le nombre de tours que nous allons faire dans AES, et donc sa sécurité. Pour l'exemple, nous allons continuer avec notre première clé étendue, entourée en bleu sur le slides. Maintenant, nous pouvons commencer à la première opération matricielle de AES, le add_roundKey. Add_roundKey est l'étape durant laquelle nous allons ajouter de la confusion à notre matrice de données, en les mélangeant avec une clé secrète. Ce que j'appelle ici confusion, c'est la capacité à masquer la relation entre les données chiffrées et la clé. Elle permet de rendre difficile la recherche de la clé à partir des données chiffrées. Dans AES, on réalise ça notamment grâce à l'étape de add_roundKey, qui permet de mélanger un bloc de données avec plusieurs clés étendues. Techniquement parlant, nous faisons un XOR entre notre message et notre clé.
Dans notre exemple, nous allons faire un XOR case par case avec nos matrices et reporter le résultat de chaque opération dans la matrice de droite. Bon, comme le résultat serait un peu étrange, je vais simplement remplacer chaque résultat par un chiffre entre 1 et 16 dans la matrice de droite. Par exemple, H XOR S ici est égal à 1, E XOR 0 à 2, etc. Une fois encore, c'est un exemple pour simplifier la visualisation des prochaines étapes, mais ça n'a aucun sens de dire que H XOR S est égal à 1, c'est vraiment pour simplifier. La prochaine étape est le subbyte. Ici, étape très simple, nous allons simplement substituer chaque valeur d'une case par une autre valeur. Cela permet d'ajouter de la confusion dans la matrice en cachant le lien entre la clé et les données chiffrées. Et je suppose que vous souhaitez savoir comment nous allons faire les substitutions. En fait, AES utilise une simple matrice de substitution qui dit que tel octet des données doit être remplacé par tel autre octet. En résumé, c'est juste un tableau de correspondance. Dans notre exemple, on va continuer à faire quelque chose de simple. Nous allons dire que dans notre tableau de correspondance, chaque chiffre est remplacé par son n+1. On remplace donc 1 par 2, 2 par 3 et ceci jusqu'à 16. Nous pouvons maintenant passer à l'étape Shift Rows. Cette étape a pour but de diffuser l'information de notre matrice et également d'ajouter de la confusion. En d'autres termes, elle permet de rendre moins visibles de potentiels liens entre les éléments de chaque ligne en cassant leur structure. Mais elle va aussi cacher de potentiels liens statistiques entre les données, par exemple en cachant des patterns dans un texte. Pour cela, l'étape Shift Rows va décaler chaque ligne de plusieurs cases sur la gauche, la première ligne est décalée d'une case, la seconde de 2, et ainsi de suite, et on se retrouve avec une sorte de matrice sous forme de diagonale. Et on va la rendre carrée à nouveau en récupérant la partie qui dépasse à gauche, en bleu, que l'on va coller telle quelle sur la droite. Et on voit qu'à la fin, on retrouve une matrice carrée et que notre suite de chiffres a été comme mélangée. Passons maintenant à l'avant-dernière étape. MixColumns sert également à faire de la diffusion. Son but est de mélanger les données de chaque colonne. Je ne vais pas rentrer dans les détails des opérations, mais l'idée générale c'est que l'on va multiplier chaque colonne à une matrice prédéfinie, ce qui va nous permettre de faire intervenir plusieurs octets de la même colonne et de la matrice dans le codage d'un seul octet. Je vais vous montrer comment faire un produit matriciel et comment cette étape permet de diffuser les octets de chaque colonne. Dans ces exemples, on va multiplier chaque colonne de nos données par une ligne d'une matrice prédéfinie par l'algorithme AES. Nous pouvons déterminer la valeur du produit en multipliant chaque valeur de chaque case du même indice des deux matrices, puis en faisant leur somme. Je me rends compte que ce n'est pas très clair dit comme ça. Alors je vais vous montrer ça avec un exemple. Nous allons d'abord multiplier 5 et I0, puis 6 et I1, 11 et I2, et enfin 16 et I3. Puis nous allons sommer tous ces produits. Le résultat sera la valeur D dans la case que j'ai entourée en bleu. Nous allons ensuite répéter cette opération pour chaque case de notre matrice. Ici, nous allons effectuer la somme de 5 fois I4, 6 fois I5, 11 fois I6, 16 fois I7, et ça va nous donner la valeur E. Je vais continuer sur les autres cases un peu plus rapidement. On obtient sur la troisième case la valeur L, je vous laisse faire pause si vous voulez voir le détail des calculs, et enfin, sur la dernière case, on obtient la valeur Q. Une fois qu'on a effectué l'opérateur MixColumns sur une colonne, comme on vient de le faire, il suffit de le refaire sur toutes les autres colonnes de la matrice de données. Et on obtient la matrice finale. Pour résumer, comme pour l'étape de Shift Rows, l'intérêt de MixColumns est de cacher la structure des données et donc de réduire la visibilité d'un lien entre les données claires et la sortie chiffrée de l'algorithme. Pour illustrer, nous avions à l'origine les mots Hello World. Sans le mélange des lignes et des colonnes, un attaquant pourrait deviner que le message est fait de deux mots, en regardant la structure des octets par exemple. Ensuite, comme ce message est courant en informatique, il lui suffirait de trouver le premier mot ou le deuxième pour deviner le message complet. On voit donc bien l'intérêt ici de diffuser les octets dans la matrice pour cacher la structure de notre message. Et enfin, la dernière étape de la boucle de chiffrement, c'est l'étape add-RUNKey que nous avions déjà vue et qui va ajouter encore un peu plus de confusion. On va ensuite répéter ces opérations 9 à 13 fois pour le chiffrement et finir par une dernière itération durant laquelle nous n'effectuons pas l'opération de MixColumns pour réduire le temps de traitement de AES. Et comme on le voit pour le déchiffrement à droite, on effectue les opérations inverses le même nombre de fois pour déchiffrer notre message. Bon, je crois que vous avez pas mal d'informations à digérer, mais vous connaissez maintenant le fonctionnement de AES et les raisons qui le rendent efficace. N'hésitez pas à revoir la vidéo si quelque chose vous échappe, ou même à approfondir les détails en allant voir mes sources en référence. Je vous invite à continuer, on va maintenant parler des limites de AES pour ne pas l'utiliser n'importe comment. Comme avec de nombreux algorithmes, il faut faire un compromis entre sécurité et performance. L'étape MixColumns est lourde en calcul, et plus on la répète, plus il sera long à chiffrer et déchiffrer un message. Le problème, c'est que moins on effectue de boucles, moins l'algorithme est sécurisé.
Par exemple, quelqu'un de futé a trouvé le moyen de déchiffrer les messages chiffrés par AES si on utilisait 6 tours de boucle ou moins. C'est pour cette raison que nous conseillons de réaliser au moins 10 tours lorsqu'on utilise AES. Pour conclure, AES est une méthode de chiffrement symétrique qui utilise une clé unique pour chiffrer et déchiffrer des messages. Si vous vous rappelez bien, AES utilise en réalité plusieurs clés, mais elles sont toutes étendues d'une même clé à l'origine, c'est pour ça que je dis que la clé est unique. AES fonctionne sur les principes de confusion et de diffusion qui permettent de cacher la structure de nos messages pour éviter qu'un attaquant puisse retrouver des indices sur le message chiffré en cherchant des motifs. Pour cela, AES crée des matrices d'octets dans lesquelles la donnée à chiffrer est stockée et les lignes et les colonnes des matrices sont mélangées. Et enfin, AES est très sécurisé du moment qu'on l'utilise avec un minimum de 10 tours. Malheureusement, c'est aussi ce qui rend cette méthode un petit peu lente. Et voilà, vous savez tout maintenant. Je vous laisse sur les références et je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui montrera comment nous pouvons utiliser AES en Python. À bientôt!